Bonjour à tous et bienvenue dans ce débriefing de l'épisode 11 de Koh Lanta, le totem maudit. Un épisode que j'ai adoré, ça fait 2 épisodes coup sur coup, voire même l'épisode encore avant et qui était très très bon. Là, on a du très très haut niveau, j'ai trouvé. En tout cas, personnellement, je me suis régalé. On va commencer par parler un tout petit peu de l'introduction de l'épisode. Alors en général, c'est pas du tout intéressant, mais là, il y a quelques éléments que je voudrais relever. Et puis ensuite, on va enchaîner sur un plan très classique. D'abord, les épreuves et ensuite la stratégie, parce qu'il n'y a pas de raison de faire très très compliqué, d'aller fouiller dans les détails quand il y a déjà tellement de choses à raconter sur les classiques. Si j'ai remarqué l'intro de cet épisode, c'est sans doute parce qu'elle a confirmé certaines choses que j'avais dit dans le débriefing de l'épisode 10. Alors c'est un peu facile vu que le débriefing de l'épisode 10 sort après la diffusion de l'épisode 11, donc vous allez devoir me croire sur parole. Quand je vous dis que je n'ai pas regardé l'épisode 11 avant de faire ma review de l'épisode 10, c'est un choix que j'ai fait. Je me suis dit, ça dénature complètement la review si on regarde 2 épisodes à l'avance. Évidemment, le regard n'est plus du tout le même sur l'épisode. Donc voilà, j'ai regardé l'épisode 10, j'ai fait la review de l'épisode 10 et ensuite seulement j'ai regardé l'épisode 11. Et donc, certains éléments de mon analyse de l'épisode 10 ont été retrouvés dans cette introduction de l'épisode 11. Alors bien sûr, c'est pas des trucs absolument incroyables, c'est des trucs qui se voyaient plus ou moins, mais quand même j'étais assez content. La première chose, c'est pas le truc le plus gros, c'est que Pauline a compris que Nicolas était un agent double, et ça c'était pas forcément évident, mais ça montre que son statut d'agent double commence plus ou moins à être connu de tout le monde. Si Pauline, qui est sortie et qui n'a pas forcément une vision stratégique extraordinaire, commençait à avoir de forts soupçons, ça veut dire que la plupart des aventuriers le savent, que Nicolas est chez les jaunes, vote avec les jaunes, mais a beaucoup de contacts chez les rouges. Mais là où ça devient un peu plus intéressant, c'est Yannick qui essaye d'analyser sa sortie et qui nous explique si jamais Anne-Sophie n'avait pas été expliquer la stratégie qu'on avait mis en place à Maxime, à ce moment-là, c'était Luana qui sortait. Donc lui, il interprète vraiment le fait d'avoir informé Maxime de la stratégie comme responsable de sa sortie. Alors ça, je pense pas que ce soit vrai, puisque bien sûr, je pense que c'est Nicolas qui a joué le rôle le plus prépondérant dans cette affaire. Mais par contre, il pointe du doigt le fait que Maxime, il n'y avait pas forcément besoin de le mettre au courant. Et moi, dans mon analyse de l'épisode 10, j'avais dit ils ont besoin de ramener un rouge pour faire marcher leur stratégie, mais d'après Yannick, c'était pas forcément nécessaire. Alors je sais pas comment il envisageait les choses, peut-être qu'il y avait moyen de faire voter Jean-Christophe ou peut-être Géraldine, je me rappelle plus, mais il y avait peut-être moyen de faire dévier un autre vote rouge et de gagner la supériorité numérique pour les jaunes de cette façon. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il y avait le problème Nicolas, donc ça pouvait jamais marcher. C'était la conclusion de l'épisode 10. Et enfin, le dernier élément qui est un peu évident mais que Denis lui-même choisit de mettre en avant dans son introduction, c'est, je cite, que l'opposition rouge-jaune est plus que tangible ce matin. Et effectivement, c'est ce que j'avais dit, il n'y avait rien de devin là-dedans. Évidemment, après une telle stratégie, une telle opposition de force entre les rouges et les jaunes, forcément la scission entre les deux anciennes équipes en est d'autant plus marquée. Bien, maintenant, on peut commencer à parler des épreuves. Et comme je trouve ça un peu triste de faire les choses dans l'ordre chronologique, on va commencer par le parcours du combattant. Qu'est-ce que je peux dire sur le parcours du combattant ? Que Nicolas avait pas forcément super bien démarré, mais a été extrêmement rapide dans l'enchevêtrement. Il est sorti largement devant tout le monde de ce passage. Et puis ensuite, celui qui a été extrêmement rapide sur l'obstacle suivant, c'est Maxime, qui l'a complètement déposé au rampé avec une technique bien plus adaptée. Il tirait sur les rondins, il s'est mis sur le dos, il surfait en quelque sorte sur l'eau et il tirait sur les rondins qui étaient au-dessus de lui, alors que Nicolas a simplement opté pour un rampé classique qui va beaucoup moins vite. Et puis ensuite, dernier élément, c'est Bastien qui a dû être très très fort au pont de corde parce que on l'a pas du tout vu, mais il a remonté énormément au pont de corde. Il arrive sur le dernier obstacle au coude à coude avec Maxime alors qu'il était pourtant loin derrière, donc je pense qu'il a fait un passage sur le pont de corde complètement éclair. Et puis finalement, on a un final assez génial où les deux reprennent leur souffle pour passer le dernier obstacle, lequel a encore le plus de jus qui lui reste pour passer le dernier obstacle le plus rapidement. Et c'est Bastien, puisque Maxime reste bloqué un certain temps, a beaucoup plus de mal à passer cet obstacle et donc termine deuxième du parcours du combattant masculin. Ça, c'était pour le côté masculin, mais finalement, l'élément le plus marquant, c'était du côté féminin et en particulier la performance extraordinaire de Luana
qui a mis tout le monde d'accord. Elle était largement devant Anne-Sophie. Elle s'est faite un tout petit peu remonter sur le pont de corde, mais elle avait l'air d'être tout en facilité physiquement. J'ai trouvé en particulier que ses relances, même après le dernier obstacle, même après les 2 palissades, elle arrivait encore à courir, à être assez tonique, alors que souvent ils sont complètement en galère, ils arrivent à peine à tenir debout tellement ils sont fatigués. Là, mais pas du tout, elle est restée impériale de bout en bout et elle montre une domination physique sur les autres filles qui est assez exceptionnelle. Après, il faut quand même relever que le confort a peut-être joué cette fois-ci. En général, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas vraiment de relation entre le confort et l'immunité, soi-disant il y a un gain de forme, un gain de concentration, etc. Bon, en pratique, ça joue pas vraiment. Là, je pense que sur quelque chose d'aussi physique, ça a dû jouer quand même un peu. Et d'ailleurs, chez les femmes, on a vu en première Loana qui est allée au confort et en deuxième Anne-Sophie qui n'a pas eu de confort et qui termine loin derrière. Et chez les hommes, c'est la même chose. Bastien et Maxime qui étaient au coude à coude sur le dernier obstacle. Il y en a un qui n'arrive pas à franchir la palissade, c'est Maxime qui s'est tapé une nuit dégueulasse dehors juste avant. Et puis celui qui y arrive nettement plus facilement, Bastien, a dormi bien au chaud, au sec sur un matelas et a bénéficié de 2 bons repas juste avant. Donc là, je pense qu'on peut dire qu'il y a une relation nette de cause à effet. L'épreuve du tir à l'arc maintenant avec un format tout nouveau. Et c'est vrai que j'ai dit plusieurs fois, je ne comprends pas pourquoi ils ne cachent pas leur jeu à l'entraînement, puisque en général, c'est celui qui arrive à faire la meilleure flèche de la salle qui a le droit d'éliminer les autres. Et donc en général, il essaye d'éliminer celui qui pense le plus fort, ou du moins celui qui pense à même de lui poser des problèmes par la suite. Mais en l'occurrence, changement total de format, et Anne-Sophie qui a essayé de cacher son jeu, qui disait je faisais plus ou moins exprès de tirer complètement à côté, ça a failli lui être fatal, puisque comme c'était divisé en 2 équipes de 5, il fallait laisser quelqu'un sur le carreau au moment de la constitution des équipes, et forcément elle se retrouve dans les dernières choisies, en tout cas dans les 2 derniers choisis. Malheureusement pour Jean-Charles, c'est lui qui fera les frais de ce nouveau format. Franchement, c'était un peu triste parce qu'ils nous avaient mis la facecam juste avant et ils ont fait exprès, là où il explique qu'il est toujours mauvais et donc il aimerait bien être bon pour une fois. Bon il aimerait tellement être bon qu'il a même pas eu l'occasion de participer à l'épreuve. Forcément, ça doit être un peu dur à encaisser pour lui. Mais bon, je trouve quand même que ce format était bien meilleur que les formats auxquels on avait l'habitude, en particulier parce qu'il a permis justement un exploit de François qui a toute son équipe éliminée mais qui arrive à gagner ses duels les uns après les autres. Il en a gagné 7 à la suite, il n'a jamais perdu un duel contre qui que ce soit et il amène toute son équipe de bras cassés au confort grâce à ça. C'est quand même, je trouve, largement mieux que juste les plus forts sortent ou alors on joue au règlement de compte, ou en tout cas c'était trop social en fait. Déjà que Koh-Lanta est un jeu qui est très social, où il faut faire très attention aux relations sociales avec les uns, avec les autres, essayer d'être attentif, etc. Du coup, je trouve que les épreuves, faut essayer de faire en sorte qu'elles soient vraiment axées sur la performance, sur l'adresse ou sur autre chose, parce que si en plus les épreuves ont une composante sociale très marquée, comme celle du tir à l'arc, la capacité à expliquer pourquoi on casse la flèche de quelqu'un, ça commence à bien faire, quoi. Ça fait beaucoup de social, autant récompenser quelqu'un qui s'est bien visé, quoi. Ça paraît bête, mais pour le tir à l'arc, ça reste quand même, à mon avis, la meilleure solution, et on l'a vu, franchement, voilà, ça permet de mettre en avant François, sa performance, alors que dans un format classique, il aurait vraisemblablement été éliminé au 2e ou 3e tour, dès qu'il n'aurait pas réussi à mettre la plus belle flèche parmi tous les aventuriers, ce qui finit en général toujours par arriver. C'est rare que dans le format classique, un aventurier fasse un perfect. Donc voilà, il avait déjà fait un épisode 10 absolument exceptionnel, et dans l'épisode 11, il enfonce encore le clou, il montre que c'est un très grand aventurier. Il y avait déjà plus vraiment de doute, mais alors là vraiment il a mis tout le monde d'accord. En plus, il se permet même de souhaiter joyeux anniversaire à sa femme à 2 jours près. Franchement, ce serait tombé le jour J, ça aurait été encore plus la grande classe. C'est quand même autre chose que Ambre qui rêve qu'elle se noie dans du fromage. Ou alors Loana, elle a carrément donné une liste de courses à sa maman, quoi. Enfin, c'était un menu, quoi. Elle lui a donné un menu de ce qu'elle voulait quand elle rentrerait à la maison. Non, bien sûr, je me moque, mais ils font ce qu'ils veulent de leur coup de fil. J'ai juste trouvé ça marrant. Et François, la grande classe, voilà, il souhaite son anniversaire à sa femme. Et puis en plus, il a même pas besoin de ramener le totem parce que il était à l'hôtel, on ramène le totem pour lui à l'épreuve d'immunité, donc c'est vraiment royal pour François. Je fais une rapide pause pour vous rappeler que si vous appréciez le contenu de cette vidéo, il ne faut surtout pas oublier de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Un seul des 4 ou les 4, le plus
sera le mieux. Et maintenant que c'est fait, on peut commencer à parler de stratégie. Qui dit stratégie dit le fameux tableau, mais je l'ai trouvé un peu ringard pour l'occasion parce que il est plus vraiment question d'anciennes couleurs, donc je l'ai changé un petit peu. J'ai juste enlevé les anciennes couleurs et j'ai essayé de marquer les différentes possibilités qu'il y avait pour les votes. Pourquoi ? Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de discussions au cours desquelles Nicolas était une pièce centrale et on va essayer de comprendre exactement de quoi il s'agissait. Alors pour bien organiser les choses, on va surtout parler des 3 fois où Nicolas est allé voir François. Il est allé le voir 3 fois, ou en tout cas il y a eu 3 discussions où il y a eu de nouveaux éléments qui sont arrivés et on va essayer de comprendre un peu leur cheminement de pensée à tous les deux. Ça commence. François a bien compris que potentiellement il pouvait être en danger puisque les jaunes ont cherché à l'épisode précédent à sortir une forte tête et donc il commence à avoir un peu peur et il dit potentiellement ça pourrait être moi. Bon bah il a eu du nez sur ce coup là puisque effectivement Anne-Sophie a suggéré d'éliminer François et donc François et Nicolas discutent et c'est à ce moment là que François explique que Olga et Anne-Sophie, avec la double voix d'Olga qu'on peut voir ici, là j'ai mis une petite étoile, pourrait créer des problèmes parce que ils ont beau être 7 en face, si jamais Olga ou Anne-Sophie arrivent à avoir un collier d'immunité et que les 7 votent tous contre celle des 2 qui a le collier d'immunité, forcément ça posera problème. Et là on sent déjà arriver dans l'arrière de la tête de François l'idée de faire un split, parce que à mon avis cette idée elle n'est pas nouvelle, hein. Il le sait depuis le début mais il l'évoque pas et je pense aussi qu'elle germe immédiatement dans la tête de Nicolas qui essaye d'éviter le sujet. Il joue un peu à l'andouille, hein. Il dit ouais mais je comprends pas, vous êtes 7 contre 4 contre 5, je vois pas en quoi ça poserait de problème. En fait, c'est évident que ça pourrait poser problème en cas de collier. Enfin, faut te réexpliquer 36 fois et il lui réexplique. Mais Nicolas dit oui, bah attends, je vais aller me renseigner auprès de Anne-Sophie pour savoir ce qu'elle a l'intention de faire. Donc il évite un peu le sujet. Bon, il va voir Anne-Sophie. Anne-Sophie lui confirme qu'elle a envie de voter François. Donc finalement, tout ce que ça fait cet entretien avec Anne-Sophie, ça confirme les craintes de François. Et donc à ce moment-là, Nicolas retourne voir François avec cette nouvelle information qui en est pas vraiment une, enfin qui change rien. Et ils ont plus ou moins la même discussion, à savoir, bon bah il y a toujours ce problème de si jamais il y a un collier qui sort, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, François commence à avancer petit à petit et dit à Nicolas « Est-ce que ça te dérangerait de voter Olga, toi ?» Il lui dit clairement. Donc là, il parle du split. Et là, pareil, Nicolas, il fait semblant de pas comprendre. C'est assez incroyable d'ailleurs parce qu'il dit « Oui, je vais aller voir, je vais aller discuter avec Bastien pour voir s'il voudrait pas split les votes. » En fait, tu racontes n'importe quoi, mec, parce que ils sont 4 et les filles elles sont que 2 avec 3 votes et elles vont splitter les votes. Enfin, il n'y a aucun sens à cette remarque, c'est juste qu'il n'a pas envie d'entendre parler du split, il n'a pas envie de faire le split dès le début parce que dans la tête de François, voilà à quoi ça ressemblerait. Ce serait quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on aurait Nicolas qui se rallierait complètement au rouge de manière officielle et ça permettrait de split le vote 4 contre 4. Et à ce moment-là, bon ben, les 2 filles, même avec la voix supplémentaire d'Olga, elles pèseraient pas bien lourd. Quelle que soit la fille sur laquelle il y aurait 4 voix, quelle que soit la fille qui sort son collier, il n'y aurait pas de problème parce que ce serait l'autre qui sortirait grâce aux 4 voix du split. Ça, c'est dans le monde des bisounours, selon François, mais bien évidemment, Nicolas ne l'entend pas de cette oreille parce qu'il n'a pas envie de cramer sa couverture, ce qui le ferait passer pour un traître. Du coup, Nicolas va voir Bastien. Bastien qui lui dit « Non, mais moi, je vote pas François, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas 5 voix contre François. » Fort de cette nouvelle information, Nicolas retourne voir une 3e fois François et ils ont une 3e fois la même discussion et c'est là où Nicolas lui dit « Regarde, ton histoire de split, on pourrait faire très bien ça comme ça, à savoir je n'ai pas besoin de cramer ma couverture, je reste bien sagement avec les jaunes, je vote comme Bastien, c'est-à-dire Maxime, oui c'est ça, je vote Maxime avec Bastien, comme ça je reste jaune, tout va bien et vous faites le split, 4 d'un côté,
3 de l'autre et ça pose pas de problème parce que les deux filles, elles n'ont que 3 voix, donc il y aura dans le pire des cas une égalité, et à ce moment-là, il y aura revote, et là, une des deux filles se fera forcément éliminer. François lui dit « Ok, ça marche », il fait genre qu'il avait jamais pensé à ça avant, alors qu'à mon avis, dès le début, il a compté, et dès le début, il a vu que dans ce cas-là, ça faisait une égalité, mais lui, ça lui convient pas. Pourquoi ? Parce qu'il a pensé à un dernier cas de figure. Le dernier cas de figure, c'est celui-là. C'est tout simplement que les 5 jaunes décideraient de voter ensemble. À ce moment-là, Nicolas est obligé de se rallier aux jaunes, il vote avec les jaunes et à ce moment-là, ça pose problème parce que splitter à 4 d'un côté et 3 de l'autre, ça ne suffit pas. Comme dit François, dès qu'il y a 5, ça va pas, dès qu'il y a 5, ça marche plus. Et effectivement, à ce moment-là, ils savent pas où va tomber le collier, sur Olga ou sur Anne-Sophie. Et donc, dans le cas de figure où tous les jaunes voteraient contre le même rouge, à savoir Maxime, on l'a vu, et bien dans ce cas, les rouges ne pourraient rien faire à cause du collier, ils perdraient forcément un des membres de leur équipe. Et quand on lui dit ça, Nicolas dit « Ah ben non mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas de collier ». Et alors ça c'est quand même grandiose, ça c'est quand même le plus gros coup de bluff de cet épisode je pense, parce que le coup dit il n'y a pas de collier c'est quand même gros. Pourquoi ? Parce que Nicolas, on voit très bien dans les images avant qu'il a compris qu'il y avait un collier. Pourquoi ? Parce que quand Anne-Sophie vient le voir et lui dit « Ouais, faudrait qu'on vote tous François ». Ah bon, pourquoi faudrait qu'on vote tous François ? Tu sais, ça sert à rien de voter tous François. De toute façon, on est 5 dans le meilleur des cas, et puis en face, ils sont 7, donc on peut rien faire. Oui, mais j'aimerais bien quand même tenter le coup. Ça veut dire quoi tenter le coup ? Parce que j'ai envie de te dire 5 contre 7, jusqu'à preuve du contraire. Denis, c'est bien compté. 5 contre 7, quand tu tentes le coup, t'as beau tout tenter, à 5 contre 7, ça marche pas. Donc ça veut dire que si elle insiste pour tenter quelque chose, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est qu'elle a prévu quelque chose, à savoir un collier. Et il le dit même, elle a dit ça comme si elle avait un collier. Donc il sait très bien qu'il y a un collier, sauf que il use de la confiance que les rouges ont en lui pour dire non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de collier, et comme ça lui permet de garder sa couverture. Et donc voilà, c'est comme ça finalement que ça s'est déroulé, enfin ça c'est la vision des choses selon Nicolas. On vote tous contre la même fille, et puis tous les jaunes votent contre Maxime, mais ça pose pas de problème parce que de toute façon le collier il n'existe pas, et c'est bon, c'est un jaune qui sort, pas de souci. Bon, évidemment, il y a eu le collier qui est sorti, et là, coup de bol quoi. Coup de bol pour les rouges, coup de malchance pour les jaunes, ils ont choisi la bonne personne, donc le collier n'a servi absolument à rien. Tous les votes se sont retrouvés contre Anne-Sophie. Évidemment, il y en a un qui est pas du tout d'accord avec ça, c'est Maxime, parce que même si il suit pas très bien tout, il a bien compris que c'était sa tête qui allait être mise en danger, tout ça, parce que Nicolas n'avait pas envie de pourrir sa couverture, de passer pour un traître et voulait rester bien au chaud chez les jaunes pour faire genre qu'il était gentil, mais c'est vrai que c'est un risque énorme pour Maxime. Maxime, en fait, ça s'est joué à une chance sur deux, quoi. Si tous les rouges avaient voté Olga, c'était cramé, tous les rouges ont voté Anne-Sophie, donc c'est passé, mais Maxime a vraiment joué son aventure sur un coup de chance. Conclusion de cette histoire. Tout simplement, les rouges, déjà ils sont un peu injouables parce que François est très fort. On le rappelle que François a, en début d'épisode, rassemblé les troupes. Il a dit à Maxime, félicitations parce que tu aurais pu craquer, tu aurais pu rejoindre les jaunes, mais tu ne l'as pas fait, tu n'as pas porté atteinte à la cohésion d'équipe. C'est ça que j'attends de tout le monde. Ensuite, vous avez eu Maxime qui est allé voir Ambre et Louana. Louana qui a dit, on a tous été plus ou moins d'accord pour dire que cette histoire de sortir Maxime, c'était du bluff, alors que c'était pas du tout du bluff, mais bon, ils ont essayé de recoller les morceaux un peu comme ça, donc gros travail de François en particulier qui essaye de maintenir coûte que coûte la cohésion de son équipe. Être en infériorité numérique face à quelqu'un qui est assez leader comme ça, c'est déjà compliqué. En plus, ce leader a réussi à placer une taupe dans votre propre équipe, donc ça rend les choses encore plus compliquées, et quand ils commettent des erreurs comme celle qui vient de se produire, parce que finalement c'était une erreur des rouges, ça aurait pas dû se jouer à une chance sur deux cette histoire si ça avait été bien fait, ils ont eu un coup de chance tout simplement. S'ils avaient pu changer une chose, peut-être je me disais que c'était un des cas de figure où justement il faut montrer son collier, parce que tout ça, ça part de quoi ? Ça part du fait que François croit complètement Nicolas sur parole sur le fait qu'il n'y a pas de collier, et donc ils acceptent de jouer une chance sur deux. Si les rouges avaient été sûrs qu'il y avait un collier du côté des jaunes, et s'ils avaient eu le doute
sur qui ça allait tomber, quoi, qui allait jouer le collier, il est à peu près certain qu'ils auraient totalement refusé de jouer la tête de Maxime, parce que là pour le coup Maxime, je pense, aurait bien compris, il aurait bien vu que le collier était là, que la stratégie des rouges consistait à jouer son aventure à pile ou face, et il n'aurait certainement pas marché là-dedans, et à ce moment-là où il aurait fallu trouver une stratégie alternative pour les rouges, ou alors peut-être que ça aurait rendu Maxime plus réceptif aux appels de l'équipe jaune pour garantir une voie supplémentaire et avoir plus de liberté au niveau stratégique. En tout cas voilà, c'est du côté des jaunes, je pense qu'ils ont une fois de plus très bien joué, mais il y avait ce petit détail, peut-être que montrer le collier, ça aurait encore plus foutu le bazar dans l'équipe rouge et ça leur aurait permis de sauver Anne-Sophie en l'occurrence. Malheureusement ça n'a pas été le cas, mais bon, c'est facile à dire une fois qu'on est bien confortablement installé, qu'on peut analyser les images, revoir, etc. Quand on est dans le jeu, forcément beaucoup plus compliqué. Du coup on se dirige quand même vers un pagonging dans les règles, hein. Les jaunes se font tous éliminer un par un, malgré les efforts, malgré l'imagination dont ils peuvent faire preuve au niveau stratégique. Ça ne marche pas, ça ne veut pas. Après, la semaine prochaine, c'est les destins liés, donc tout est permis, quoi. Tout est assez ouvert. Il y aura quelqu'un qui se fera éliminer certainement en victime collatérale de quelqu'un d'autre. Donc il y a possibilité que ça rebatte les cartes. Il y a encore possibilité d'une épreuve éliminatoire. Donc évidemment, tout n'est pas fini pour Olga et Bastien. Mais c'est vrai que là, on peut dire que l'équipe jaune a quand même été proprement décimée, il faut bien le dire, par François, qui a tenu l'équipe rouge d'une main de maître et qui a parfaitement réussi son coup en éliminant un maximum de membres de l'équipe adverse.